arrête de mendier de l'intimité comme un petit garçon pathétique. Ma femme a dit cela alors qu'elle se tenait au comptoir, les pouces volants sur son téléphone pendant qu'elle envoyait un message à quelqu'un d'autre. Sois un homme pour une fois, Malcolm. Sa voix était plate, froide et méprisante. Je chargeais le lave-vaisselle, debout à quelques mètres, tenant une assiette humide. Notre fille, Ariana, était à l'étage dans sa chambre, regardant probablement des dessins animés, heureusement inconsciente que sa mère venait de détruire à coups de marteau le peu d'amour-propre qu'il me restait. Je me souviens clairement de l'assiette, un plat en céramique bleue de notre liste de mariage. Le motif était légèrement effacé par des années d'utilisation. Je l'ai posé soigneusement dans le panier et j'ai refermé la porte du lave-vaisselle un peu trop doucement. Comme si j'avais peur que tout mouvement brusque ne brise ce qui restait de mon calme. Le mot pathétique flottait dans l'air entre nous comme de la fumée, épaisse et toxique. Je ne mendiais pas. J'ai dit calmement, toujours face au lave-vaisselle, je demandais si tu voulais passer un peu de temps ensemble ce soir. Je me suis retourné lentement, et c'est à ce moment-là qu'elle a enfin levé les yeux de son téléphone. Elle s'appelait Tiffany, 32 ans. Ma femme depuis 12 ans. Elle avait le même visage que celui dont j'étais tombé amoureux dans ma vingtaine, mais l'expression dans ses yeux était différente maintenant. Plus dure, plus froide, comme si chaque impulsion bienveillante avait été remplacée par du mépris. Tu demandes toujours, a dit Tiffany en levant les yeux au ciel. Toujours à rôder, toujours à avoir besoin de quelque chose de moi. C'est épuisant, Malcolm. J'avais entendu beaucoup de choses de sa part au cours des dernières années. Les soupirs quand je suggérais des soirées en amoureux. La façon dont elle retirait sa main quand je cherchais la sienne. La façon dont elle disait pas ce soir avec ce ton ennuyé et répété. Mais ça, c'était nouveau. Ce n'était pas de la frustration. C'était du mépris, pur et non dilué. Nous me manquons, ai-je dit, même si je savais que les mots étaient une erreur au moment où ils ont quitté ma bouche. Cela semblait petit, suppliant, faible, et je l'ai entendu de la même manière qu'elle. Tiffany a eu un rire sec et sans humour. Tu ressembles à un de ces hommes tristes sur les forums en ligne, a-t-elle dit. C'est embarrassant. Quelque chose en moi est devenu très immobile. Pas brisé, pas encore, juste immobile. Comme une machine qui s'arrête enfin après des années de grincement et de cliquetis. J'ai regardé la femme en face de moi et j'ai réalisé que la version d'elle que j'avais aimée n'existait plus que dans mes souvenirs. La personne debout dans ma cuisine était une étrangère portant le visage de ma femme. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas souligné les nuits où je lui avais massé le dos quand elle était stressée. Les fois où j'étais resté éveillé tard pour travailler sur sa voiture pour qu'elle soit en sécurité le matin, les jours où j'avais quitté le travail plus tôt pour qu'elle ne soit pas seule aux funérailles de son père. J'ai juste hoché la tête une fois, séché mes mains sur un torchon et je suis sorti calmement de la cuisine. Je suis allé dans la chambre d'amis. La pièce qui avait autrefois été pour les visiteurs était devenue un espace de stockage. Et maintenant, elle ressemblait soudain à un canot de sauvetage. Je me suis assis au bord du lit simple et j'ai regardé mes mains. Ses mains avaient monté des terrasses, coulé du béton, tenu des plans, bercé ma fille nouveau-née, et essuyé les larmes du visage de Tiffany. Ce n'étaient pas des mains faibles. Ce n'étaient pas des mains pathétiques. Alors que je les regardais, quelque chose ressemblant à de la clarté s'est mis en place. J'ai attrapé mon annulaire presque sans réfléchir. J'ai fait tourner mon alliance, sentant le sillon qu'elle avait creusé dans ma peau pendant plus d'une décennie. Puis je l'ai retiré. Il n'y a pas eu de geste théâtral, je ne l'ai pas jeté contre le mur, pas de cri. Je suis juste resté assis là à tourner l'anneau entre mes doigts, sentant le poids de l'or et le poids de ce qu'il représentait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus dans un mariage. J'étais dans une situation de prise d'otage et la rançon était ma dignité. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, pas de partir, pas encore. Partir aurait été émotionnel, réactif, désordonné. Au lieu de cela, j'ai décidé d'arrêter. Arrêter de demander. Arrêter d'espérer. Arrêter de m'offrir pour être rejeté encore et encore. Si Tiffany voulait que j'arrête de mendier de l'intimité, j'allais arrêter complètement. Plus de demandes. Plus de tentatives pour réparer ce qu'elle voulait clairement garder brisé. Plus d'auditions pour le rôle de mari acceptable. Je me suis allongé dans le lit d'amis et j'ai regardé le plafond pendant longtemps. Écoutant les faibles sons de la télévision en bas et les rires étouffés de l'émission qu'elle regardait. À un moment donné,
je me suis endormi sans même m'en rendre compte, mon alliance reposant sur la table de nuit à côté de moi. Un petit cercle de métal qui ressemblait soudain à un mensonge. À 5h30 le lendemain matin, mon réveil a sonné. Je ne m'étais pas réveillé aussi tôt depuis des années. Je suis sorti du lit avant de pouvoir m'en dissuader, j'ai enfilé une vieille paire de chaussures de course que j'avais trouvée au fond du placard et je suis sorti dans l'air d'avant l'aube à Richmond, en Virginie. Le ciel était encore sombre. Les lampadaires bourdonnaient doucement. L'air froid brûlait mes poumons avec ce sentiment vif et honnête que seul le petit matin peut offrir. J'ai couru sur le trottoir vide devant notre maison modeste et bien entretenue dans un quartier en développement, me sentant maladroit et hors de forme au début. Mes genoux me faisaient mal. Ma respiration était saccadée. Mais chaque fois que je voulais m'arrêter, j'entendais sa voix dans ma tête, pathétique, et je poussais un peu plus loin. Quand je suis rentré, en sueur et épuisé, la maison était encore calme. Tiffany dormait. Ariana était recroquevillée dans son lit. Une douche dans la salle de bain du couloir, je me suis fait un petit déjeuner, une assiette et une tasse de café, et je me suis assis seul à la table. Tiffany est descendue 15 minutes plus tard, les cheveux attachés, serrant sa robe de chambre autour d'elle. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu assis là, habillé pour le travail. L'assiette est déjà rincée. « Tu es levé tôt ?» a-t-elle dit, méfiante comme si j'avais fait quelque chose de mal. « Oui » ai-je répondu en sirotant mon café, sans rien dire de plus. Elle a attendu que je comble le silence comme je le faisais toujours, que j'explique que j'étais allé courir, que j'essayais de prendre soin de moi, que j'essayais toujours d'être l'homme qu'elle prétendait vouloir. Je ne l'ai pas fait. J'ai fini mes œufs, rincé mon assiette et les mis dans le lave-vaisselle. Puis je suis monté pour préparer Ariana pour l'école. C'était le jour 1. Le jour où j'ai arrêté de mendier. Le jour où je me suis choisi tranquillement pour la première fois depuis des années. La course est devenue un rituel, chaque matin à 5h30 avant que le soleil ne passe au-dessus de l'horizon, avant que la circulation ne reprenne, avant que Tiffany n'ouvre les yeux. J'étais sur le trottoir. Au début, je pouvais à peine faire un mile sans m'arrêter. À la fin de la première semaine, je pouvais en faire 2. À la fin de la deuxième, j'approchais des 3. Mes muscles me faisaient mal, mes poumons brûlaient, mais la douleur était propre et honnête. Cela ne ressemblait en rien à la lente suffocation d'exister dans une maison avec quelqu'un qui me regardait comme si j'étais un inconvénient. À l'intérieur de la maison, j'étais une nuisance indésirable. Dehors, pendant que je courais, je me sentais à nouveau comme une personne. Tiffany a remarqué les changements, bien qu'elle ait fait semblant de ne pas le faire. La première chose que j'ai arrêté de faire a été de lui préparer son café le matin. Pendant des années, j'avais sorti sa tasse préférée, versé le café juste comme elle l'aimait et l'avait laissé attendre sur le comptoir. Maintenant, la tasse restait dans le placard. La deuxième chose que j'ai arrêté de faire a été de demander comment s'était passée sa journée. Fini le comment s'est passé le travail ? Suivi de 20 minutes patientes à l'écouter parler des drames de bureau tandis que les miens étaient balayés. La troisième chose que j'ai arrêté de faire a été d'offrir une affection physique décontractée qu'elle n'avait aucun intérêt à recevoir. Fini les massages de dos pendant qu'elle fixait son téléphone. Fini les touchés persistants. Je ne retenais rien par méchanceté. J'ai simplement arrêté de jeter mes efforts dans un puits sans fond. J'ai déplacé mes affaires dans la chambre d'amis lentement, comme quelqu'un qui déménage dans un autre pays une valise à la fois. Quelques livres un soir, mon ordinateur portable chargé le lendemain, puis toute ma pile de dossiers de travail, puis mes vêtements, chemises, pantalons, chaussettes, tous pliés soigneusement et placés dans la petite commode. Un soir, Tiffany est passée devant la porte ouverte de la chambre d'amis et s'est arrêtée. J'ai senti ses yeux sur le placard où mes chemises étaient maintenant suspendues, sur l'espace vide dans notre chambre commune au bout du couloir. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé finalement. « Je dors mieux ici. » J'ai dit sans lever les yeux du document que je révisais, le matelas est plus ferme. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. C'est ridicule, a-t-elle marmonné, mais elle ne m'a pas dit de revenir. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Au travail, je me suis jeté dans le projet Riverside Commons, un développement commercial de 3 millions de dollars à la périphérie de Richmond qui traînait depuis des mois. Je suis chef de projet senior chez Riverside Construction, et avant que ma vie familiale ne commence à s'effilocher, j'avais toujours été fier de ce que je faisais. Quelque part entre le mépris de Tiffany et mes tentatives pour maintenir la paix, j'avais commencé à me laisser porter,
en faisant assez pour m'en sortir, mais sans jamais pousser. Maintenant, j'étais de retour sur le site, parcourant la structure avec mon contremaître, vérifiant les mesures, appelant directement les sous-traitants au lieu d'attendre des mises à jour. Mon équipe a remarqué un changement, mon patron aussi. Tu es en feu ces derniers temps, Malcolm, a dit mon patron, Léonard Harris, lors d'une visite de chantier. Quoi que tu fasses, continue. Ce projet a plus avancé en 3 semaines qu'en 3 mois. Je me concentre juste, ai-je dit, en réalité, je me rappelais ce que cela faisait d'être respecté. À la maison, la distance entre Tiffany et moi s'est solidifiée en quelque chose de presque tangible. Nous existions comme des étrangers polis occupant la même maison selon des horaires alternés. Je faisais le dîner la plupart des soirs, mais seulement assez pour Ariana et moi-même. Quand Tiffany rentrait tard et ouvrait le réfrigérateur, elle trouvait des restes dans un récipient, clairement étiqueté pour le déjeuner de notre fille. Le mien était mangé, le sien, elle pouvait se le faire elle-même. Je faisais la lessive, mais seulement pour Ariana et moi. Les vêtements de Tiffany restaient empilés dans son panier jusqu'à ce qu'elle s'en occupe. Ariana a remarqué les changements avant que Tiffany n'admette qu'ils existaient. « Papa, pourquoi tu dors dans l'autre chambre maintenant ?» a demandé Ariana un soir alors que je l'abordais. « Le lit d'amis est plus confortable pour mon dos, » ai-je dit en embrassant son front. « Est-ce que toi et maman vous vous aimez encore ?» Cette question a frappé plus fort que les insultes de Tiffany ne l'avaient jamais fait. « Je t'aimerai toujours. » J'ai dit, ça ne changera jamais. Le reste, nous sommes en train de le comprendre. Mon ami, Calvin Brox, m'a appelé un samedi matin. Calvin a 46 ans, divorcé depuis 5 ans. Maintenant remarié à une femme qui rit à ses blagues et lui serre la main en public. Il est la preuve qu'il est possible d'avoir une seconde chance. Tu as l'air différent, a dit Calvin après quelques minutes de conversation banale. Différent comment, ai-je demandé. Réveillé, a-t-il dit, tu viens au match ce soir. Les Nationals jouent contre les Braves. J'ai ces billets depuis des mois. J'avais manqué les 6 derniers mois de notre tradition de baseball parce que Tiffany avait besoin de moi pour des événements sociaux, des courses, ou simplement pour m'asseoir sur le canapé silencieusement à côté d'elle. Oui, ai-je dit, je serai là. Tiffany a entendu depuis le couloir. Nous dînons chez ma mère ce soir, a-t-elle dit quand j'ai raccroché. Tu dînes chez ta mère, ai-je répondu. J'ai des projets. Sa mâchoire est tombée. Tu es sérieux? Oui, ai-je dit, et je suis monté chercher les chaussures de foot d'Ariana. Le match donnait l'impression de retrouver une ancienne version de moi-même. J'avais oublié. Calvin et moi avons bu des bières hors de prix, mangé des hot dogs et nous sommes disputés avec bonne humeur sur des bases volées et de mauvaises décisions d'arbitrage. À un moment donné, Calvin s'est penché en arrière et a étudié mon visage. Tu souris sans te forcer, a-t-il dit. C'est nouveau. Sur le trajet du retour, alors que les lumières du stade s'estompaient dans le rétroviseur, il a posé la question que j'évitais. Tu vas bien mec? Toi? Et Tiffany, j'ai envisagé de mentir. Non, ai-je dit à la place. Mais j'y arrive. Quand j'ai franchi la porte d'entrée plus tard cette nuit-là, Tiffany attendait dans le salon. Les bras croisés. Elle a juste dit. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. De quoi? Ai-je demandé en posant mes clés dans le bol près de la porte. De tout ça. Elle a agité une main vers moi. La distance. L'attitude. Tu es puéril. Je me suis assis à l'autre bout du canapé, ne comblant délibérément pas l'écart. Tu m'as dit d'arrêter de mendier, ai-je dit. Alors j'ai arrêté. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire, a claqué Tiffany. Tu déformes tout ce que je dis. J'ai soutenu son regard calmement. Tu as dit que mon désir d'intimité était pathétique, ai-je dit. Tu m'as dit d'être un homme et d'arrêter de mendier. J'ai écouté. Je ne te demanderai plus d'affection. Elle m'a fixé. Quelque chose d'incertain vacillait derrière la colère. Alors quoi? Tu vas juste dormir dans la chambre d'amis pour toujours. Pour l'instant, oui, ai-je dit en me levant. Bonne nuit, Tiffany. Alors que je marchais dans le couloir, je l'ai entendu chuchoter quelque chose dans sa barbe. Mais la partie de moi qui avait l'habitude de s'arrêter et de demander qu'est-ce que tu as dit était devenue silencieuse.
Cette partie avait enfin compris qu'aucune réponse qu'elle donnerait ne me ferait me sentir mieux. 2 mois après ma transformation silencieuse, j'ai trouvé un relevé de carte de crédit. Pas parce que je l'ai cherché, mais parce que Tiffany l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine sous une pile de prospectus et de courriers indésirables. Je débarrassais le comptoir quand j'ai vu le nom de la société de cartes et le total dû, plus élevé que d'habitude. Quelque chose m'a fait regarder de plus près. Elles étaient là. 3 facturations du Marriott du centre-ville. 3 dates différentes au cours des 2 derniers mois. Chacune un mardi après-midi, le même jour où j'avais régulièrement des réunions de chantier tardives au Riverside Common. $187, $212, $195, pas des dîners, pas des déjeuners rapides. Des tarifs de chambre. Notre mariage se vidait de son sang depuis des années, mais maintenant je pouvais voir la blessure par perforation. Je me suis assis à la table en regardant les chiffres pendant longtemps. Ariana était à l'école. Tiffany était au travail. Mes mains étaient stables quand j'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'ancienne version de moi l'aurait appelé immédiatement, aurait exigé des explications, crié, pleuré, l'aurait supplié de nier. L'homme assis à cette table ne l'a pas fait. J'ai pris une photo claire du relevé, puis une autre. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai appelé quelqu'un d'autre. Riverside Law Group. C'est la réceptionniste, a répondu une voix. Je voudrais planifier une consultation avec l'avocat Warren Vance. J'ai dit, c'est Malcolm Walker, un ami, Calvin Brooks, me l'a recommandé. J'ai entendu la réceptionniste taper. Puis elle a dit, Monsieur Vance a une ouverture à 3 heures cet après-midi. Je la prends. J'ai répondu. Le bureau de Warren était dans un bâtiment en briques en face du tribunal du centre-ville. À l'intérieur, ça sentait légèrement le papier, le café et quelque chose comme le vieux bois. Il avait la cinquantaine, les cheveux coupés courts, des yeux vifs et un bureau bien rangé qui donnait l'impression que rien ne restait jamais déplacé longtemps. Monsieur Walker, Calvin a mentionné que vous pourriez appeler. Il a dit en me serrant fermement la main. Dites-moi ce qui se passe. J'ai fait glisser le relevé de carte de crédit sur le bureau. Ceci, ai-je dit, est la surface. Et je lui ai parlé du mépris, du rejet, de la façon dont Tiffany m'avait parlé dans la cuisine, de la chambre d'amis. Quand j'ai fini, il s'est rassis et a croisé les mains. Monsieur Walker, je vais vous poser une question qui compte plus que tout autre en ce moment, a-t-il dit. Voulez-vous sauver ce mariage ou voulez-vous y mettre fin? J'avais pensé à cette question chaque nuit pendant des semaines sans prononcer les mots à voix haute. Assis dans ce bureau sous ces lumières fluorescentes, j'ai enfin répondu honnêtement. Je veux en sortir, ai-je dit. Je veux que ma fille soit en sécurité. Je veux ma dignité. Je veux arrêter d'avoir l'impression de mendier pour exister dans ma propre maison. Warren a hoché la tête une fois, lentement. Alors nous allons vous en sortir, a-t-il dit. La Virginie autorise le divorce pour faute. L'adultère est admissible. Mais les relevés de carte de crédit seuls ne suffisent pas. Nous aurons besoin de plus. Des photographies. De la documentation. Peut-être des témoignages. Quel genre de témoins? Ai-je demandé. Le personnel de l'hôtel. Parfois, a dit Warren, plus communément, un détective privé qui pourrait documenter les habitudes, qui et où, je peux recommander quelqu'un de fiable. Son nom est Leonard Price. Ancien détective. Très minutieux. Warren a fait glisser une carte de visite sur le bureau. Je l'ai ramassée. Des lettres noires sur du papier blanc. Pas de logo. Pas de slogan. Juste un nom. Un numéro. Et la promesse silencieuse de fait. Si vous l'engagez, faites-moi savoir quand il aura quelque chose. D'ici là, vous ne confrontez pas votre femme à propos de tout cela. Vous ne dévoilez pas votre jeu compris. Chaque nerf de mon corps voulait crier sur Tiffany au moment où elle franchirait la porte. Mais une autre partie de moi. La partie qui s'était réveillée. Comprenait. Compris, ai-je dit. J'ai rencontré Léonard le lendemain dans un petit café à quelques kilomètres de notre quartier. Il avait la fin de la quarantaine, un visage buriné, des yeux stables et l'allure calme de quelqu'un qui avait vu la plupart de ce dont les gens étaient capables et n'était plus surpris. Monsieur Walker, a-t-il dit en me serrant la main. Warren m'a donné quelques bases. Pourquoi pensez-vous que votre femme vous trompe?
J'ai fait glisser la copie pliée du relevé de carte de crédit sur la table. Ses frais d'hôtel, ai-je dit, tous les mardis, tous quand elle sait que je suis à des réunions de chantier tardives. Elle a été distante, méprisante et très à l'aise pour me rejeter depuis longtemps. Je voudrais savoir si je suis fou ou si mes instincts me rattrapent enfin. Léonard a scanné les frais, puis a hoché la tête. Vous n'êtes pas fou, a-t-il dit sans détour. Les gens ne vont pas au Marriott 3 fois le mardi après-midi seuls pour réfléchir à la vie. Sa franchise était étrangement réconfortante. Que allez-vous faire? Ai-je demandé. Léonard a ouvert un carnet usé et a tourné vers une page vierge. Le nom complet de votre femme? Lieu de travail, emploi du temps habituel, a-t-il dit. Je lui ai donné les informations. Je commencerai ce mardi, a dit Léonard. Je la suivrai depuis le travail si elle part plus tôt, je documenterai où elle va, qui elle rencontre. Des photographies, des horodatages, une vidéo si nécessaire. Donnez-moi 2 semaines. S'il y a quelque chose à trouver, je le trouverai. Et s'il n'y a rien? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse de mes tripes. Alors vous saurez que vous avez au moins fait preuve de diligence raisonnable avant de brûler votre vie, a dit Léonard. Il a fait glisser sa carte sur la table à nouveau. Éteignez la sonnerie de votre téléphone si vous ne voulez pas être pris au dépourvu au travail. Quand j'appelle en disant que nous devons parler, cela signifie que j'ai quelque chose. Je suis sorti de ce café avec l'estomac noué, mais l'esprit étrangement calme. À la maison ce soir-là, Tiffany a agi comme si rien n'avait changé. Elle est rentrée à 7 heures, a laissé tomber son sac à main sur la table et a inhalé l'odeur du poulet rôti dans le four. Ça sent bon, a-t-elle dit. En as-tu fait assez pour nous tous? Oui, ai-je dit, les assiettes sont dans le placard. Je me suis assis à la table avec Ariana, l'aidant à finir une fiche de science sur les modèles météorologiques. Tiffany nous a rejoints quelques minutes plus tard, chargeant son assiette. Comment s'est passée sa journée? A-t-elle demandé nonchalamment, essayant de paraître neutre. Productive, ai-je dit, gardant les yeux sur la fiche d'Ariana. Et la tienne? Chargée, a répondu Tiffany. Une des hygiénistes s'est fait porter pâle, donc j'ai dû rester tard. J'ai levé les yeux brièvement. Intéressant, ai-je dit, puisque ta voiture était dans l'allée quand je suis passé à 5 heures, sa fourchette s'est arrêtée en l'air. Pendant une seconde, quelque chose comme de la panique a traversé son visage. J'ai pris le bus, a-t-elle dit rapidement. Nous savions tous les deux qu'elle ne faisait jamais ça. J'ai laissé passer, Léonard creuserait plus profondément. Je n'avais pas besoin de le faire. Ce mardi-là, ma sonnerie est restée éteinte. Vers 11h30, mon téléphone a vibré dans ma poche alors que je révisais les plans avec mon contremaître. Je me suis excusé et suis entré dans un bureau inachevé où la poussière de cloisons sèches flottait dans l'air. Le texto était de Léonard, nous devons nous rencontrer. Aujourd'hui, après 4 heures, mon estomac s'est effondré, mais mes mains n'ont pas tremblé. Où? Ai-je répondu, restaurant sur West Broad. 16h30, le reste de la journée de travail m'a donné l'impression de bouger sous l'eau. J'ai signé des livraisons. J'ai revérifié les horaires. J'ai répondu aux questions, mais mon esprit était déjà dans ce restaurant, fixant cette enveloppe que je savais que Léonard apporterait. Il était déjà assis quand je suis entré, le restaurant sentait le café, l'huile de friture et quelque chose de sucré sur le grill. Il avait une enveloppe en papier manie sur la table devant lui, épaisse de papier. « Monsieur Walker, a-t-il dit, asseyez-vous s'il vous plaît. » Je me suis assis. Il a poussé l'enveloppe vers moi. « Votre femme a une liaison, a-t-il dit clairement. L'homme s'appelle Kindred Dixon. Il se rencontre au Marriott tous les mardis depuis au moins 3 mois. Probablement plus longtemps. Le nom m'a frappé comme une poutre en acier. Kindred Dixon, je connaissais ce nom. Je connaissais ce visage avant même de voir les photos. Il avait été le porteur de ballon vedette de mon lycée. Celui qui me poussait dans les casiers, qui faisait des blagues sur le fait que j'étais trop mou, qui riait quand j'invitais une fille au bal d'hiver et qu'elle me rejetait. Vous le connaissez. Léonard a dit, lisant mon expression. Oui, ai-je dit, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. Nous sommes allés au lycée ensemble. J'ai ouvert l'enveloppe. La première photo montrait Tiffany franchissant les portes vitrées du Marriott, regardant autour d'elle nerveusement. La deuxième montrait Kindred Dixon dans un hall, l'attendant.
Il avait toujours cette même allure confiante, juste plus vieux maintenant. Sur une autre photo, ils étaient dans le parking, s'embrassant contre un pilier en béton. Leurs visages pressés l'un contre l'autre. Les horodatage et les dates étaient imprimés dans le coin de chaque photo. Léonard a attendu pendant que je les feuilletais. Il y a plus, a-t-il dit calmement. J'ai fait une vérification de base des antécédents de Kendrick, marié depuis 10 ans, 3 enfants. Le nom de sa femme est Felicia. Elle travaille comme infirmière à l'hôpital général d'Eastbrook. Bien sûr, il était marié. Bien sûr, Tiffany avait choisi un homme qui pouvait m'humilier de plus d'une façon. Que voulez-vous faire de ça? A demandé Léonard, j'ai fixé une photo de Tiffany en train de rire. Sa tête penchée en arrière d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Pas avec moi, mais avec Kendrick dans un parking d'hôtel, elle avait l'air vivante. Mon premier instinct a été de déchiqueter toute l'enveloppe et de faire semblant de ne l'avoir jamais vue. Mon deuxième instinct a été de la jeter au visage de Tiffany au moment où je franchirais la porte. Au lieu de cela, j'ai pris une lente inspiration et j'ai dit, je veux des copies de tout et je veux que Felicia le sache. Léonard a haussé un sourcil. Êtes-vous sûr? A-t-il demandé. Partager cela avec sa femme va faire exploser sa vie. Deuxièmement, cela rendra aussi la situation désordonnée rapidement. Il a choisi cela, ai-je dit calmement. Elle mérite la vérité, tout comme moi. Léonard a hoché la tête, puis a sorti une autre enveloppe de son sac. Déjà prêt, a-t-il dit, j'avais un pressentiment. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison et j'ai agi comme l'homme que Tiffany pensait avoir réussi à briser. J'ai fait des pâtes pour le dîner. J'ai aidé Ariana à construire un volcan modèle pour un projet scolaire, collant du carton et peignant les pentes en rouge et noir. Tiffany est rentrée tard à nouveau. La circulation était horrible, a-t-elle dit, laissant tomber son sac sur le comptoir. J'espère qu'il reste quelque chose. Il y en a, ai-je dit simplement. Pendant le dîner, elle m'a observé attentivement comme si elle essayait de détecter un piège. Comment s'est passée ta journée? A-t-elle demandé. Très productive, ai-je dit. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai laissé le silence remplir l'espace entre nous. Son téléphone a vibré 2 fois dans sa poche. Elle y a jeté un coup d'œil mais n'a pas répondu. Ariana bavardait à propos du volcan, de la façon dont il entrerait en éruption devant la classe avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Je me suis accroché à son excitation comme à une bouée de sauvetage. Le lendemain matin, Warren a déposé les papiers du divorce. Adultère, différends irréconciliables, demande de garde physique principale d'Ariana basée sur le comportement instable de Tiffany et ses habitudes de tromperie. Nous avons fait signifier les papiers à Tiffany à son cabinet dentaire. C'était professionnel, formel et absolument humiliant. Mon téléphone a commencé à vibrer à 14h47. Son nom clignotait sur l'écran encore et encore. J'ai laissé les 5 premiers appels aller sur la messagerie vocale. Au 6e, j'ai répondu, « Comment as-tu pu faire ça ?» Tiffany a crié avant que je puisse dire quoi que ce soit. « Tu m'as fait signifier au travail, Malcolm. » Au travail, tout le monde a vu. Mon patron, mes collègues, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pendant une seconde, puis je l'ai ramené. Comment ai-je pu? J'ai répété calmement. Comment as-tu pu coucher avec Kendrick Dixon pendant 3 mois pendant que j'élevais notre fille et payais les factures? Veux-tu passer en revue la liste des rendez-vous à l'hôtel ensemble? Ou t'en souviens-tu toute seule? Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Complet. Lourd. Puis un son étranglé. Tu sais, a finalement chuchoté Tiffany, oui, ai-je dit. Je sais tout, Tiffany. Le Marriott. Les après-midi. Les mensonges sur le fait de rester tard au travail. Et la femme de Kendrick aussi. Tu lui as dit, a halté Tiffany. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne t'ai rien fait, ai-je dit. Tu t'es fait ça à toi-même. Tu as décidé que notre mariage et la stabilité de notre fille valaient la peine d'être risqués pour des après-midi dans une chambre d'hôtel avec un homme marié qui avait l'habitude de me pousser dans les casiers. Ne m'appelle pas pour demander comment j'ai pu faire ça, Tiffany. Demande-toi à toi-même. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse parler à nouveau. Elle a rappelé immédiatement. J'ai bloqué son numéro. L'ancien Malcolm aurait écouté chaque mot. Espérant des excuses qui ne viendraient jamais.
L'homme qui venait de raccrocher savait mieux. Ce soir-là, après qu'Ariana soit allée se coucher, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé à nouveau l'enveloppe de preuves. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message d'un numéro inconnu. C'est Félicia, disait le texte. Peut-on se rencontrer? Léonard avait clairement livré ses copies. J'ai répondu avec un lieu, un restaurant calme en périphérie de la ville, et une heure. Le lendemain, je me suis assis dans un box près du fond et j'ai regardé une femme aux yeux fatigués et au chignon soigné entrer en serrant un dossier. Monsieur Walker, a-t-elle demandé. Je suis Félicia. Asseyez-vous s'il vous plaît, ai-je dit. Nous avons tous les deux posé nos enveloppes sur la table presque en même temps. Je ne savais pas qui croire au début, a dit Félicia. Quand j'ai reçu ces photos, je voulais penser qu'elles étaient fausses. Elle a ouvert son dossier et en a étalé certaines. Différents angles, différents jours, même trahison. Il s'avère que mon mari n'est pas très original. Je suis désolé que vous ayez eu à les voir, ai-je dit. Non, a répondu Félicia. Je suis contente de les avoir vus maintenant avant de perdre plus d'années. Je suis allé voir un avocat hier. Il dit qu'avec ces preuves, j'aurai la maison. La plupart des actifs et la garde principale de nos enfants. Il n'y avait aucune jubilation dans son ton, seulement de l'épuisement. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Vous méritez cela. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, comparant les chronologies, réalisant combien de fois Kendrick nous avait menti à tous les deux avec les mêmes phrases. Il m'a dit qu'il devait rester tard pour revoir des films de match avec des gars de son ancienne équipe. Félicia a dit en secouant la tête, il n'a pas pratiqué de sport organisé depuis une décennie. Il m'a dit que vous étiez distante. J'ai dit que vous ne le compreniez pas. Félicia a reniflé doucement. Il a toujours eu besoin d'une histoire pour se sentir comme le héros, a-t-elle dit. Au moins maintenant, ces histoires s'effondrent. Au moment où il a quitté ce restaurant, nous n'étions pas exactement amis, mais nous étions quelque chose comme des alliés. 2 personnes qui avaient été traînées dans la même boue et essayaient maintenant de se laver en même temps. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour témoigner du comportement de Kendrick, appelez-moi, a dit Félicia. Je dirai tout ce qui doit être dit, les hommes comme lui comptent sur le silence des gens. La même chose vaut pour Tiffany, ai-je répondu. Si elle essaie de prétendre que j'ai tout inventé, vous savez mieux. Nous avons échangé nos numéros, puis nous nous sommes séparés. Sur le trajet du retour, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de détermination dure comme l'acier. Mon mariage était peut-être terminé, mais je ne partais pas les mains vides ou honteux. Ce week-end-là, les parents de Tiffany, Gloria et Raymond, m'ont invité avec Ariana à dîner. Ils n'ont pas invité Tiffany. Nous voulons voir notre petite fille, avait dit Gloria au téléphone, la voix tremblante. Et nous devons vous parler. Leur maison était dans un quartier calme de Richmond avec une pelouse bien entretenue et des photos de famille encadrées tapissant les murs. Ariana a couru vers le salon pour jouer pendant que je m'asseyais à la table à manger avec Gloria et Raymond. Où est Tiffany? A demandé Gloria. Bien que ses yeux me disaient qu'elle soupçonnait déjà la réponse. À son appartement, ai-je dit, nous sommes séparés. Je demande le divorce. La mâchoire de Raymond s'est serrée. À cause de quoi, a-t-il demandé, je n'ai pas édulcoré. Je leur ai parlé du mépris, de la façon dont elle m'avait parlé, de la liaison avec Kendrick. Puis j'ai fait glisser quelques-unes des photographies les plus claires de Léonard sur la table. Gloria a couvert sa bouche d'une main. Raymond a regardé les photos avec un regard qui était partagé entre fureur et chagrin. Je ne peux pas croire qu'elle ferait ça, a chuchoté Gloria. Pas ma fille. Je suis désolé, ai-je dit calmement. Mais vous devez savoir qui elle est maintenant. Pas qui elle était. Raymond a repoussé les photos vers moi. De quoi as-tu besoin de nous, fils? A-t-il demandé. J'ai apprécié ce mot, fils, plus que je ne l'espérais. Quand cela ira au tribunal, Tiffany va raconter une histoire où je suis le méchant, ai-je dit. Tout ce que je demande, c'est que vous disiez la vérité sur ce que vous avez vu ce soir et sur la façon dont elle a traité notre mariage ces dernières années. Ariana mérite au moins cette honnêteté. Gloria a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Nous le ferons, a-t-elle dit. Nous aimons notre fille, mais nous ne mentirons pas pour elle. Cette conversation a fait mal, mais elle a aussi fait basculer quelque chose en ma faveur. Le travail est devenu un refuge.
Plus le chaos se déroulait à la maison, plus je devenais concentré sur les projets sous mon contrôle. Un après-midi, mon patron Léonard m'a fait entrer dans son bureau. « Ferme la porte », a-t-il dit. Mon esprit s'est emballé, me demandant si quelque chose avait mal tourné sur le chantier. Au lieu de cela, il a souri. « J'ai observé les chiffres de Riverside Commons », a-t-il dit. Sous ta direction, nous avons atteint ou dépassé chaque étape au cours des 2 derniers mois. Le client est ravi. Le conseil est impressionné. Nous avons un poste de chef de projet régional qui s'ouvre pour 3 développements majeurs en Virginie, y compris un nouveau complexe près de Charlottesville. Je te veux à ce poste. Pendant un moment, je l'ai juste regardé. C'est une promotion importante, ai-je dit. Oui, a répondu Léonard, et cela s'accompagne d'une augmentation de salaire significative et de l'option de déménager au bureau de Charlottesville, si tu veux un nouveau départ. Prends quelques jours pour y penser, mais ma recommandation part au conseil la semaine prochaine. Je n'avais pas besoin de quelques jours. J'avais besoin d'environ 10 secondes. Je le prends, ai-je dit. Léonard a hoché la tête. Je pensais bien que tu le ferais, a-t-il dit. Félicitations. Sur le chemin du retour, j'ai imaginé une nouvelle ville, de nouvelles rues pour courir, de nouveaux voisins qui ne connaissaient pas l'histoire de mon mariage. Ce soir-là, autour d'une pizza à la table de la cuisine, j'ai abordé le sujet avec Ariana. Chérie, ai-je dit en essuyant une tache de sauce sur son menton. Que dirais-tu de déménager dans une nouvelle ville? Elle s'est arrêtée au milieu d'une bouchée, a froncé les sourcils en se concentrant, et a posé la question la plus pratique du monde. Est-ce que j'aurai ma propre chambre, la plus grande, ai-je promis. Et nous pourrions même avoir un chien. Ses yeux se sont illuminés. Un chien, a-t-elle répété. Vraiment, vraiment, ai-je dit. Nous irons dans un refuge et en trouverons un qui a besoin d'une maison, comme nous. Alors je veux déménager, a dit Ariana de manière décisive, et cela a réglé la question. Tiffany a appris le déménagement par son avocat. Une rafale de mai en colère a suivi, acheminée par des avocats au lieu de venir directement à moi. Un après-midi, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Tu ne peux pas emmener Ariana à Charlottesville, a dit Tiffany immédiatement. C'est à des heures d'ici. Tu ne fais pas ça. En fait, je le peux, ai-je dit calmement. Warren a déjà déposé une motion. Compte tenu des preuves de ta liaison, du témoignage de ta sœur et de ses amis, et de la recommandation des évaluateurs de garde, le tribunal est très susceptible de l'approuver. Tu fais ça pour me punir. A claqué Tiffany. Tu utilises Ariana comme une arme. Non, ai-je dit, je fais ça pour donner à sa fille un foyer stable. Tu as choisi des chambres d'hôtel avec Kendrick plutôt que notre famille. Les actions ont des conséquences. Malcolm, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix se brisant. On peut arranger ça. On ne peut pas, ai-je répondu. Parle à ton avocat. Puis j'ai raccroché. Quelque part au milieu de tout ça, j'ai rencontré quelqu'un que je n'attendais pas. Elle s'appelait Sierra Harper. Nous nous sommes rencontrés à la salle de sport. De tous les endroits, la même salle de sport que j'avais rejointe quand j'avais commencé à courir et que je voulais avoir accès à un tapis roulant pour les jours de mauvais temps. Un matin, j'étais en pleine course quand la femme sur le tapis roulant à côté de moi a trébuché. J'ai jeté un coup d'œil juste à temps pour voir son pied manquer le tapis. J'ai appuyé sur l'arrêt d'urgence de sa machine et j'ai tendu la main, attrapant son coude. « Est-ce que ça va ?» ai-je demandé. Elle s'est stabilisée. Les joues rouges, puis Harry avec un mélange d'embarras et de soulagement. « Je vais bien », a-t-elle dit. Juste maladroite, apparemment. Merci. Elle avait environ 25 ans, les cheveux tirés en queue de cheval et des yeux vifs et attentifs. Le lendemain, elle était de nouveau sur le même tapis roulant. Elle a souri quand elle m'a vu. Pas besoin de sauvetage dramatique aujourd'hui, a dit Sierra. Bien, ai-je répondu. Mon complexe de héros avait besoin de repos. Au cours des semaines suivantes, nous avons développé un rythme facile. Nous courions sur des voies adjacentes, échangeant de brefs commentaires sur le sport, la météo et les playlists implacables que la salle de sport semblait déterminée à utiliser pour toujours. Un matin, après une série d'intervalles particulièrement difficiles, Sierra m'a jeté un coup d'œil et a dit « Tu es ici tous les matins à 7 heures. » C'est du dévouement.
Habitude, ai-je dit, ça aide à me vider la tête. Année difficile, a-t-elle demandé, puis a immédiatement semblé s'excuser. Je suis désolé, ce ne sont pas mes affaires. C'est bon, ai-je dit. Oui, année difficile, divorce en cours. Je suis désolé, a dit Sierra, et il y avait une sympathie sincère dans sa voix. Pour ce que ça vaut, tu as l'air de mieux gérer ça que la plupart des gens. J'ai réalisé alors que lui parler semblait facile. Elle ne connaissait pas les détails de mon passé. Elle ne connaissait que l'homme en face d'elle. Pas la version que ma femme avait passé des années à remodeler avec des insultes et des moqueries. Un samedi, Sierra a mentionné que son groupe de course s'était effondré. Faire de longues courses seul est brutal. Elle a dit, étirant ses mollets après une séance d'entraînement. J'aurais bien besoin d'un partenaire. J'en aurais bien besoin d'un aussi. J'ai répondu avant de pouvoir trop y penser. On pourrait essayer ce week-end. Ce samedi-là, nous avons couru 10 miles à travers l'un des grands parcs de Richmond, les arbres filtrant la lumière du soleil sur le chemin pavé. Nous avons parlé de travail, elle était graphiste pour une agence de marketing, et de l'étrange satisfaction d'être fatiguée pour une bonne raison. Tu t'illumines quand tu parles de construction, a-t-elle dit à un moment donné. Tu te rends compte? J'ai ri doucement. J'avais oublié que j'aimais ça, ai-je admis. Quelque part en cours de route, j'ai laissé tout le reste noyer ça. Après la course, nous avons pris un café dans un établissement voisin. Ce n'était pas un rendez-vous, pas vraiment, mais j'ai remarqué à quel point il était facile de sourire près d'elle. Mon ami Calvin l'a remarqué aussi, qui était la femme avec qui tu courais? A-t-il demandé quand il a appelé plus tard cet après-midi-là. Je t'ai vu dans le parc plus tôt. Tu avais l'air détendu. Elle s'appelle Sierra. J'ai dit, nous courons ensemble parfois. Juste courir. A demandé Calvin. L'amusement filait dans sa voix. Oui, ai-je dit fermement. Juste courir. Pour l'instant, a-t-il marmonné, puis a ajouté à voix haute, bien. Tu mérites de passer du temps avec des gens qui ne te traitent pas comme un fardeau. Ces mots ont persisté dans mon esprit longtemps après avoir raccroché. Je n'ai pas tout dit à Sierra sur ma vie. Pas encore, mais lentement j'ai commencé à partager des parties. À propos d'Ariana, de la promotion, du déménagement à Charlottesville à venir. Elle écoutait sans jugement, et quand elle posait des questions, elles étaient réfléchies, pas envahissantes. De retour sur le front juridique, les choses ont escaladé. La sœur de Tiffany, Nicole, m'a contacté un mardi. Peut-on se rencontrer? Elle a envoyé un texto. J'ai besoin de te parler. Nicole et moi nous étions toujours bien entendus. Elle avait 28 ans, était calme et ancrée d'une manière que Tiffany n'avait pas été depuis des années. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de l'université d'État de Richmond. Nicole avait l'air épuisée. Je dois m'excuser pour ma sœur, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Ce qu'elle t'a fait est au-delà du mal. Tu n'as pas à t'excuser pour ses choix, ai-je dit. Quelqu'un doit le faire, a répondu Nicole, fixant son café intact. Elle m'appelle tous les jours, pleurant, disant que tu as ruiné sa vie. Mais j'ai vu les messages, Malcolm. J'ai vu la façon dont elle parlait de Kendrick, la façon dont elle se vantait de la liaison. Elle m'a dit que tu ne partirais jamais, parce que tu étais trop faible. Le mot m'a frappé comme une gifle familière. Elle avait tort, ai-je dit. Oui, a répondu Nicole doucement. Très tort. Nicole a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran de conversation avec Tiffany. Des messages de 6 mois plus tôt où Tiffany s'extasiait sur à quel point c'était excitant de se faufiler. Des notes vocales se plaignant que j'étais ennuyeux et trop concentré sur le fait d'être un bon père. Nicole a secoué la tête. Je lui ai dit qu'elle détruisait sa famille, a-t-elle dit. Elle a ri. Elle a dit que tu ne ferais jamais rien à ce sujet. Nicole a tendu la main à travers la table et a pris la mienne brièvement. Tu méritais tellement mieux que ce qu'elle t'a donné, a-t-elle dit. Si tu as besoin que je témoigne à l'audience de garde, je le ferai. Ariana mérite un parent stable. Et c'est toi, pas Tiffany. Ce soutien de quelqu'un qui partageait le sang de Tiffany, mais avait choisi le camp de la vérité, signifiait plus que je ne l'espérais. Quelques jours plus tard, 6 des amis les plus proches de Tiffany ont organisé ce qu'elle appellerait plus tard une intervention. Elles l'ont invitée à ce qu'elle pensait être une soirée entre filles décontractées. Au lieu de cela,
elles l'ont confrontée à propos de la liaison, de la façon dont elle me traitait et de la façon dont elle en parlait. L'une d'elles, Tamara, m'a envoyé un enregistrement par la suite. Je pensais que tu devrais entendre ça, a-t-elle envoyé par texto. L'enregistrement était brutal. Tu avais un homme bon, disait clairement la voix de Tamara. Malcolm était loyal, travailleur, un père formidable, et tu as jeté ça pourquoi? Un vieux béguin qui ne peut pas rester fidèle à sa propre femme. La voix de Tiffany est passée, déchiquetée. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Malcolm a changé. Il est devenu froid. Il a arrêté d'essayer. Il est devenu froid après que tu as passé des années à le rabaisser. Une autre amie, Michelle, est intervenue. Nous l'avons toutes vue. Les yeux au ciel. La façon dont tu te moquais de lui devant nous. Tu le rendais petit pour pouvoir te sentir grande. Je n'ai jamais voulu, a commencé Tiffany. Si, tu l'as voulu. Tamara a interrompu. Tu pensais chaque mot. Tu voulais qu'il ait l'impression qu'il ne pouvait pas faire mieux, pour que tu puisses faire ce que tu voulais. Maintenant tu es seul, et c'est de ta faute. L'enregistrement s'est terminé par le bruit d'une porte qui claque alors que Tiffany sortait en trombe. En l'écoutant seul dans mon appartement plus tard, j'ai ressenti une torsion de douleur et de vindicte. Pendant des années, les gens avaient regardé mon mariage s'éroder et n'avaient rien dit. Maintenant, enfin, ils disaient à voix haute ce que je ressentais chaque jour. Cela ne réparait rien, mais cela confirmait que je n'avais pas imaginé le mépris. L'évaluation de la garde a eu lieu la semaine suivante. Un psychologue nommé par le tribunal a rencontré séparément Ariana, moi et Tiffany. Je me suis assis dans un bureau aux couleurs neutres répondant à des questions sur les routines du coucher, l'implication scolaire, la discipline et la façon dont je gérais le divorce. Quand ce fut le tour d'Ariana, j'ai attendu dans le hall, les mains jointes. Plus tard, le psychologue a résumé les déclarations d'Ariana dans le rapport. Elle a décrit son père comme calme, présent et gentil, a écrit le psychologue. Elle a décrit sa mère comme souvent triste et criant plus qu'avant. Ariana a dit à l'évaluateur qu'elle voulait vivre principalement avec moi, parce que selon ses mots, papa écoute et est toujours là. Cela a fait mal pour le compte de Tiffany, mais c'était la vérité. En médiation, Warren a tout exposé. Tout était là, les photos. Les dossiers financiers montrant que Tiffany avait siphonné 15 000 $ du compte d'épargne universitaire d'Ariana au cours de l'année passée. De l'argent qui avait mystérieusement disparu au même moment où les frais d'hôtel apparaissaient. Madame Walker n'a pas seulement trahi son mari. Warren a dit au médiateur. Elle a volé l'avenir de son propre enfant pour financer sa relation avec Monsieur Dixon. L'avocat de Tiffany a essayé d'argumenter que c'était une urgence, qu'elle avait prévu de rembourser, mais le juge n'a pas été sympathique. Madame Walker remboursera le fonds d'éducation intégralement dans les 6 mois, avec intérêt, a ordonné le juge. Le défaut de le faire entraînera une audience pour outrage. En plus de cela, le tribunal m'a accordé la garde physique principale d'Ariana, avec Tiffany recevant un droit de visite un week-end sur 2, sous réserve qu'elle suive une thérapie. Quand le règlement a été finalisé, Tiffany m'a coincé dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. Ses yeux étaient cernés de rouge, le mascara taché. « J'espère que tu es heureux maintenant », a-t-elle dit amèrement. « Tu m'as tout pris. » « Je n'ai rien pris que tu ne m'aies pas tendu. » J'ai dit calmement. « Je ne suis pas heureux, Tiffany, mais je suis libre. » Cette différence comptait. Ce soir-là, j'ai emmené Ariana manger une glace. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre. Regardant la ville bouger autour de nous alors qu'elle faisait couler du chocolat sur une serviette. « Tu es triste pour maman ?» a demandé Ariana soudainement. J'y ai pensé, vraiment pensé. Je suis triste que cela ait dû se passer ainsi, ai-je dit. Mais je ne suis pas triste que les disputes et la douleur silencieuse soient terminées. Ariana a hoché la tête comme si cela avait du sens. J'aime mieux maintenant, a-t-elle dit. Tu souris plus. Parfois, les vérités les plus claires viennent de petites voix. 3 semaines avant l'audience finale, Warren m'a de nouveau appelé dans son bureau. Nous avons trouvé quelque chose dans vos vieux dossiers, a-t-il dit en faisant glisser un document sur le bureau. C'était l'accord prénuptial que Tiffany avait insisté pour avoir la veille de notre dîner de répétition de mariage. Son père l'avait rédigé pour protéger un héritage familial dont je ne savais rien à l'époque.
Je me souvenais l'avoir signé avec des mains tremblantes pendant que Tiffany disait « Si tu m'aimes, tu signeras ». Warren a tapoté le papier. « Tu as signé ceci sous la contrainte », a-t-il dit. Dans les 24 heures précédant la cérémonie, sans avocat indépendant. C'est invalide. Cela signifie que les fonds que Tiffany pensait protéger, y compris cet héritage de sa grand-mère, sont des biens matrimoniaux. Ce n'était pas une question d'avidité, c'était une question d'équilibre. Pendant des années, tout avait penché en sa faveur. Maintenant, pour une fois, la gravité était de mon côté. À l'extérieur du tribunal, le jour où le juge a rejeté l'accord prénuptial, Tiffany m'a appelé en furie. « Tu vas vraiment prendre l'argent de ma grand-mère » a-t-elle crié. De l'argent qui était censé aider Ariana. « Je prends la moitié des biens matrimoniaux » ai-je dit, ce que l'argent de ta grand-mère est devenu quand tu m'as forcé à signer un accord prénuptial invalide. Et contrairement à toi, je mettrai réellement ma part pour l'éducation d'Ariana au lieu de chambre d'hôtel. Tu es vindicatif, a sifflé Tiffany. Non, ai-je répondu. J'ai fini d'être le seul à payer pour tes choix. J'ai mis fin à l'appel avant que cela ne dégénère. Le déménagement à Charlottesville a eu lieu par un matin clair d'octobre. J'ai loué un U-Haul, chargé nos cartons avec l'aide de Calvin et d'un autre collègue, et attaché Ariana sur le siège passager. Sierra conduisait sa propre voiture derrière nous. Son coffre plein de cartons étiquetés cuisine et livres, preuve à quel point elle était devenue tranquillement une partie de notre vie. Ariana m'a criblé de questions alors que les kilomètres défilaient. « Est-ce que notre nouvelle maison aura une cour arrière » a-t-elle demandé pour la 10e fois. « Oui » ai-je dit en souriant. « Assez grande pour ce chien dont nous avons parlé. » Elle a souri, « Et est-ce que je peux peindre ma chambre en violet ?» Dans la limite du raisonnable, ai-je dit, nous en parlerons. Calvin a appelé alors que nous nous insérions sur l'autoroute. Tu le fais vraiment, hein? A-t-il demandé. Nouvelle ville, nouveau travail, nouveau départ. Oui, ai-je dit, regardant la route devant moi. J'ai l'impression que c'est la première décision que je prends depuis des années qui était entièrement la mienne. Notre nouvelle maison était un endroit de 3 chambres dans une rue calme de Charlottesville, avec une cour clôturée, un petit porche et une vue sur les arbres au lieu de la circulation. Ariana courait de pièce en pièce. Choisissant sa chambre avec la plus grande fenêtre, Sierra nous a aidés à déballer, empilant la vaisselle, organisant les étagères du garde-manger et riant avec Ariana alors qu'elle transformait des cartons vides en fausses voitures. « Je n'emménage pas » a dit Sierra à Ariana avec un sourire quand ma fille a demandé pour la 3e fois. « Pas encore, du moins. Ton père et moi prenons les choses lentement. C'est ce que disent les adultes quand ils s'aiment beaucoup. » A dit Ariana, les yeux pleins d'une sagesse de 7 ans. Sierra m'a jeté un coup d'œil, amusée. Elle n'a pas tort. A dit Sierra doucement. Ce soir-là, après qu'Ariana se soit endormie dans sa nouvelle chambre, Sierra et moi nous sommes assis sur le porche arrière avec 2 chaises pliantes et une paire de boissons fraîches. Regardant les étoiles, je n'avais pas pu voir clairement à Richmond. Merci, ai-je dit, d'être patiente avec tout ça. Tu vaux la peine d'être patiente, a répondu Sierra simplement. De plus, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer un cauchemar avec autant de grâce que toi. Tu aurais pu devenir amer et cruel. Tu ne l'as pas fait. J'étais vindicatif un peu, ai-je admis. Stratégique, a corrigé Sierra. Il y a une différence. Tu t'es assuré que Tiffany fasse face aux conséquences de ce qu'elle a fait, mais tu n'es pas devenu comme elle. J'ai pensé à cela longtemps après que nous soyons rentrés. À l'homme que j'avais été un an auparavant, debout dans une cuisine, traité de pathétique par sa femme, le croyant. À l'homme que j'étais maintenant, assis sur son propre porche, planifiant un avenir qui ne dépendait pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. Le week-end suivant, Ariana et moi sommes allés au refuge pour animaux local. Sierra est venue sur l'insistance d'Ariana. Nous avons besoin de 3 personnes pour choisir un chien, a dit ma fille sérieusement. Après avoir rencontré plusieurs candidats, Ariana s'est agenouillée devant un mélange de Golden Retriever aux yeux doux et à la queue remuant constamment. Comment s'appelle-t-il? A-t-elle demandé aux membres du personnel. Il l'appelle Cooper, a dit la femme. Il a 3 ans. Bon avec les enfants. Ariana m'a regardé. S'il te plaît papa, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Nous pouvons emmener Cooper à la maison. En regardant Ariana lancer une balle de tennis pour Cooper dans notre jardin cet après-midi-là,
j'ai ressenti une joie pure et simple que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas malgré ce que j'avais traversé, mais parce que j'étais sorti de l'autre côté. Des mois ont passé, la vie s'est installée dans un rythme que je n'avais jamais cru possible quand je me tenais dans cette cuisine avec une assiette à la main et le mot pathétique résonnant dans mes oreilles. Ariana s'est épanouie dans sa nouvelle école, se faisant des amis et ramenant à la maison des dessins de montagnes et de forêts de leur sortie scolaire. Mon nouveau rôle de directeur régional m'a mis au défi de toutes les manières que j'avais espérées. En plus de cela, la petite entreprise de conseil que j'ai lancée à côté, aidant les petits promoteurs à gérer des projets, a commencé à croître régulièrement, apportant un revenu supplémentaire et la satisfaction de construire quelque chose qui était à moi seul. Le travail de conception de Sierra dans une entreprise locale a prospéré. Elle venait au match de football d'Ariana, au spectacle scolaire et au pique-nique du week-end. Ariana a commencé à poser moins de questions sur pourquoi maman ne vivait pas avec nous et plus sur ce que nous allions faire ensemble le week-end prochain. La vie de Tiffany a pris une trajectoire différente. Elle a loué un petit appartement à Richmond près de son travail et d'un nouveau cabinet qui payait moins que son ancien. Beaucoup de ses amis se sont retirés après l'intervention. Ses parents, bien qu'ils l'aimaient encore, ne l'ont pas protégée de la réalité que ses choix avaient des conséquences. Kendrick a perdu sa maison et la plupart de ses actifs au profit de Felicia lors de leur divorce et a fini par vivre dans un petit endroit et travailler de longues heures à un emploi sans aucun des prestiges dont il se vantait autrefois. Un week-end sur deux, Tiffany conduisait jusqu'à Charlottesville pour récupérer Ariana. Elle avait l'air plus mince, plus fragile. Une fois, Ariana est revenue d'une visite et a dit « Maman a beaucoup pleuré ce week-end ». Elle n'arrêtait pas de demander si tu étais heureux maintenant. J'ai pris une inspiration. Qu'est-ce que tu as dit? Ai-je demandé? J'ai dit que tu souriais plus maintenant, a répondu Ariana, et que j'aime vivre avec toi. Je l'ai serrée dans mes bras, ressentant de la gratitude et du chagrin entremêlés. Près d'un an après cette nuit dans la cuisine, nous avons fait une randonnée dans le parc national de Shenandoah. C'était une journée claire, le ciel d'un bleu profond, l'air frais. Sierra marchait à côté de moi, Ariana sautillant devant avec Cooper en laisse. Quand nous avons atteint un point de vue, nous nous sommes assis sur un gros rocher et avons partagé des sandwichs, regardant la vallée. « Papa » a demandé Ariana soudainement, « es-tu content que maman soit partie ?» Sierra s'est figée à côté de moi, attendant. Je n'ai pas précipité ma réponse. Je ne suis pas content pour la blessure, ai-je dit. Je ne suis pas content de la façon dont cela s'est passé, mais je suis content que nous ayons trouvé notre chemin vers quelque chose de mieux. Si ta mère et moi étions restés ensemble, nous ne serions pas ici en ce moment. Nous n'aurions pas Cooper. Nous ne vivrions pas dans cette maison. Sierra ne serait pas dans nos vies. Parfois, quelque chose qui se brise est ce qui fait place à quelque chose de bon. Ariana a hoché la tête pensivement. J'aime notre vie maintenant, a-t-elle dit. Moi aussi, ai-je répondu. Ce soir-là, après notre retour à la maison et qu'Ariana se soit endormie avec Cooper au pied de son lit, mon téléphone a vibré avec un long texto d'un numéro inconnu. C'était Tiffany, une longue excuse pleine de regrets. Elle a dit qu'elle suivait une thérapie. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant à quel point elle avait été cruelle. Elle a dit que notre famille lui manquait. Elle a demandé si nous pouvions essayer à nouveau. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai montré à Sierra. « Qu'est-ce que tu vas dire ?» a demandé Sierra, son expression ouverte, non possessive. J'ai pensé à qui j'étais, un homme qui aurait sauté sur n'importe quel signe de remords, désespéré de recoller les morceaux. Puis j'ai pensé à la vie que je vivais maintenant. La paix, les rires au petit déjeuner, le chien dans le jardin, la femme à côté de moi qui ne m'avait jamais fait sentir une seule fois que je devais mendier pour être suffisant. J'ai tapé une réponse, « Je suis content que tu ailles mieux », j'ai écrit. Mais ce chapitre est clos. Je suis passé à quelque chose de réel. J'espère que tu trouveras cela pour toi-même un jour. Puis j'ai bloqué son numéro, pas par colère, mais par clarté. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube et j'ai lacé mes chaussures de course. J'ai couru dans les rues calmes de Charlottesville, devant des maisons où les lumières commençaient à peine à clignoter, devant les bâtiments universitaires, devant un parc où je savais qu'Ariana et Cooper aimaient jouer. Mes poumons brûlaient de cette manière familière et honnête. Quand je suis rentré à la maison, je suis entré dans la cuisine pour trouver Sierra debout devant la cuisinière en train de retourner des crêpes, pendant qu'Ariana mettait la table. « Bonjour » a dit Sierra en souriant. Ariana a couru et a serré ma taille.
Nous faisons des crêpes aux myrtilles, a-t-elle annoncé fièrement. Cooper a essayé d'en manger, mais nous lui avons dit non. J'ai embrassé le front d'Ariana, puis j'ai déposé un baiser rapide sur la joue de Sierra. C'était ma vie maintenant. Pas parfaite, mais la mienne, construite sur l'honnêteté, le respect mutuel et la conviction tranquille que je n'avais pas à mendier pour être digne d'amour. Tiffany m'a dit un jour d'arrêter de mendier de l'intimité et d'être un homme. Elle l'a dit comme une insulte, un couteau au milieu d'une soirée ordinaire. J'ai fait ce qu'elle a demandé, mais pas de la manière qu'elle attendait. J'ai arrêté de mendier. J'ai arrêté de rétrécir. J'ai arrêté de me tordre dans n'importe quelle forme que je pensais pouvoir gagner des miettes d'affection. Je suis devenu l'homme que j'aurais dû être depuis le début. Celui qui connaissait sa propre valeur, qui fixait des limites et les gardait, qui choisissait des gens qui le choisissaient en retour. En fin de compte, la vraie victoire n'était pas ce qu'elle a perdu. C'était ce que j'ai gagné. Je suis entré dans ma salle à manger, je me suis assis à la table avec ma fille et la femme qui s'est tenue près de moi après la tempête, et j'ai pris ma fourchette. C'était ma vengeance, si vous voulez l'appeler ainsi. Pas ses larmes, pas ses regrets, mais ma liberté. Si vous avez aimé l'histoire, veuillez aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire puissante.